Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Jessica, chroniqueuse littéraire. Bonjour Jessica. Bonjour, c'est la Marie. Est-ce que ça va bien? Ça va, dimanche matin, ça va. C'est le matin. Merci déjà d'avoir accepté ma demande de participation. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors j'ai 34 ans, je viens de la Guadeloupe, j'ai fait mes études en France et depuis 7 ans, j'habite à Montréal, au Québec. Je suis médiatrice interculturelle de formation et ma passion, c'est la lecture. D'accord. Je pense que ça se voit. Déjà par l'arrière-plan. Du coup, tu as fait tes études en France. Tu as fait quoi comme études pour être médiatrice culturelle? En fait, je suis médiatrice interculturelle. J'ai fait du droit. J'ai fait une double licence en droit et histoire en France. Puis ensuite, j'ai fait un master en sciences politiques et relations internationales. Ma spécialité, c'était la sécurité et la défense. Puis mon master 2, je travaillais sur les organisations non gouvernementales. J'avais envie de travailler en fait dans la diplomatie. Puis je me suis rendu compte que peut-être que ça correspondait pas tant que ça à mes valeurs, la diplomatie française, la diplomatie d'une manière générale. Puis je la voyais beaucoup à travers la culture, et c'est pas vraiment ce que je retrouvais sur le terrain. Donc j'ai travaillé un peu à Paris au ministère de la Défense, puis ensuite je suis partie au Canada et j'ai fait une deuxième. J'ai dit quoi, maîtrise master? Ben, j'ai fait un deuxième master en fait en médiation interculturelle parce que je m'intéressais à tout ce qui est racisme, relations interculturelles, vivre ensemble. Voilà. Ok, et c'est pas un master qui existe en France? Enfin, pourquoi tu as choisi d'aller au Canada du coup pour En fait, étudier? c'est un peu arrivé, j'ai envie de dire un peu par hasard, parce que je sais pas du tout pour étudier que je suis partie au Canada. Je suis partie travailler. D'accord. Mais l'immigration, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé en communication quand j'étais au ministère de la Défense, puis je vais continuer à travailler en communication, mais dans le domaine culturel. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Français dans le domaine de la communication, dans le culturel. Donc, la concurrence était rude. Puis, au bout d'un moment, il a fallu se rendre à l'évidence, hein, quand Marjorie, blonde aux yeux bleus, avec exactement le même parcours que moi en France, obtient un poste et moi non. C'est peut-être parce que Marjorie, elle est blonde aux yeux bleus et que moi, je suis noire, tu vois. Donc, ça a réveillé quelque chose en moi qui existait déjà quand j'étais en France, mais j'avais l'impression que c'était moins prégnant au Canada. Puis en fait, non, c'est juste que c'est une forme différente de discrimination qui est qui est un peu plus insidieuse, en fait. Et, D'accord. euh, et puis, je me suis rendu compte que dans les arts, la culture, c'était pareil. C'est que on expose beaucoup, on parle beaucoup d'artistes qui sont des artistes, on va dire, locaux, mais même quand ils sont internationaux, ce sont des personnes blanches. Et pas beaucoup de personnes qu'on dit comme nous, issues de la diversité. Pas beaucoup de personnes racisées, pas beaucoup de personnes immigrantes, pas beaucoup de personnes qui sont non francophones à cause des codes artistiques. Je me suis intéressée à ça. Et puis, pour m'insérer professionnellement, il me fallait quelque chose de plus, puisque j'y arrivais pas avec déjà mes diplômes. Donc j'ai décidé de faire un autre master. Puis après ça, en fait, j'ai plus eu de soucis Ouais. pour m'insérer. Oui, donc il a vraiment fallu que tu aies un diplôme de là-bas, entre guillemets, C'est ça. euh, pour t'insérer. D'accord. Et du coup, en quoi ça consiste, la médiation interculturelle? La médiation interculturelle, en fait, c'est faciliter la communication entre des personnes qui sont porteuses de cultures différentes. Par exemple, moi, je suis guadeloupéenne, donc j'ai une culture guadeloupéenne, caribéenne, antillaise, mais j'ai aussi une culture française. Quand je me retrouve face à une personne, disons, québécoise, nos codes ne sont pas les mêmes. Nos codes de communication vont pas être les mêmes, nos références culturelles vont pas être les mêmes. Et donc, mon rôle, ça va être de faciliter la communication et la compréhension à travers les codes. Donc, de trouver, tu sais, un espèce de juste milieu qui fait qu'on va pouvoir se rencontrer et chacun comprendre les codes l'un de l'autre. Ça peut passer aussi par de la résolution de conflits, ça peut être de la sensibilisation à la culture des autres, ça peut être expliquer le processus migratoire pour qu'on comprenne un peu mieux
tous les impacts que ça a de venir d'un autre pays, quelle que soit la raison pour laquelle on a émigré, hein, que ce soit économique, que ce soit humanitaire, un rapprochement familial. Donc c'est ça en fait, c'est faciliter la communication et le vivre ensemble. Et puis je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui là dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Ok. Et du coup, tu utilises la lecture aussi pour aider les personnes à mieux se comprendre. En fait, j'essaye d'utiliser la lecture. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas réceptif à ça, à ce médium-là, la littérature. Donc, quand je trouve des gens, je leur conseille. Même quand je ne trouve pas des gens, en fait, à travers mon travail, j'ai toujours une liste de livres que je recommande. Mais c'est surtout pour moi, j'ai l'impression que c'est d'abord pour m'immerger dans des cultures qui sont différentes, pour comprendre un peu mieux les mécanismes sociaux que je lis beaucoup. Je lis beaucoup sur des sujets qui sont politiques, socio-économiques. Et puis oui, dès que je peux, je glisse un truc sur un livre, en fait, pour pas te dire presque tous les jours. Même si je donne pas envie à la personne d'aller lire le livre, mais au moins je m'intéresse au sujet, à l'auteur et au médium qu'est la littérature. D'accord. Ouais, donc ça va plutôt être pour toi un outil de recherche et après que tu vas pouvoir communiquer. D'accord. C'est ça. Ok. Ouais, bah, ça a l'air hyper intéressant. Et du coup, tu travailles avec des personnes qui sont salariées ou c'est des particuliers? Enfin, comment la médiation elle peut intervenir chez quelqu'un? Enfin, En général, ça va être dans des organisations. Donc, alors, je suis désolée, mon vocabulaire est de moins en moins français, de plus en plus québécois, mais ça peut être des entreprises, ça peut être des institutions, ça peut être des écoles. Moi, par exemple, je travaille dans un établissement scolaire, enfin académique. Puis ça peut être soit des interventions au niveau d'équipe parce qu'il y a un conflit, soit il y a pas encore de conflit, mais on veut faire de la prévention pour éviter qu'il y ait des conflits, on veut faire de la sensibilisation à un public. Donc ça peut être ça, ou alors moi quand j'interviens dans mon établissement académique, en fait je travaille surtout avec la direction, les enseignants et le personnel administratif pour les sensibiliser parce qu'il existe déjà des problèmes de toute façon là où je travaille comme à peu près partout. Mais mon rôle, c'est de travailler vraiment avec les adultes, on va dire, pas avec les étudiants, pour les sensibiliser aux réalités des étudiants en général. Donc, je vais faire des ateliers formation où, en fait, je passe 4 heures à avoir une conversation qui va être interactive avec un public sur un sujet donné. Par exemple, ça peut être simplement qu'est-ce que la culture et comment est-ce qu'on appréhende ma culture versus la culture de l'autre. Ça peut être aussi sur les biais, les microagressions. Bientôt, je vais travailler sur le racisme, pas pour dire aux gens vous êtes raciste, vous êtes méchant, mais pour leur expliquer en fait comment ça se manifeste et pourquoi c'est quelque chose de très très insidieux et comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience soi-même de tout ça et puis essayer de ne pas reproduire les comportements qui sont reproduits depuis des centaines d'années. Ça peut être aussi d'organiser des conférences, c'est pour sensibiliser les gens, pour qu'ils entendent des professionnels, des gens qui sont concernés aussi par un certain nombre de sujets. Je ne suis pas concernée par tous les sujets. Je reçois aussi en consultation mes collègues quand ils ont des questions. Ça peut être parce que ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas compris, parce que dans les classes, les enseignants veulent aborder un sujet, mais ils savent pas comment. Ils savent pas. Ils marchent sur des œufs. Ils veulent pas blesser. Ils veulent pas heurter. Ils ont besoin de ressources aussi, soit pour se renseigner, soit pour les utiliser de manière adéquate pendant leur cours. Moi, j'interviens à ce moment-là. d'accord. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, j'ai l'impression que les gens peut-être la mentalité là-bas est peut-être plus réceptive pour ce genre de démarche. Parce que ici, j'en entends très peu parler. En France, je crois que j'ai vu. Vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste dire j'avais interviewé Axel, du coup, qui avait monté une boîte pour faire des prestations et pour comment dire, sensibiliser les gens sur leur biais cognitif. Donc ça se rapproche, on va dire, assez de ce que tu fais. Mais sinon, à part ça, j'en avais jamais entendu parler. J'ai l'impression qu'en France, il y a peut-être des masters en communication interculturelle, mais je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Je ne sais pas si c'est la même chose que ce que moi j'ai étudié, mais en même temps, je dirais j'ai dû voir ça une fois sur un CV. Mais c'est vraiment pas quelque chose de répandu. C'est très commun, ouais. Et du coup, au Canada, c'est assez répandu
ce genre de... Non. Ben, il y a des études en interculturalité, en communication interculturelle, c'est vrai, en intervention interculturelle aussi. Donc, ça va plutôt être d'un point de vue social, parce qu'avec l'immigration, en fait, les gens, ils n'ont pas le choix hein, de se renseigner et puis d'avoir des interventions qui soient adaptées. Mm. Le master que j'ai fait, il existe depuis une dizaine d'années, mais ce sont des cohortes qui sont vraiment très restreintes. Tu sais, on a commencé à 30, on a fini, Français, on était 12, on était beaucoup. Ah Parce ouais, que c'est quelque chose qui est quand même assez confrontant. En tout cas, le master que j'ai fait, c'est le seul qui existe au Québec. Vraiment pour couvrir un large champ. Sinon, dans d'autres universités à Montréal, j'en ai vu en communication interculturelle. Après, dans le Canada anglophone, je sais que ça existe, mais je ne sais pas si ça a la même visée. Et c'est pas d'accord. forcément non plus des choses dont on entend vraiment parler si on ne s'intéresse pas à la chose. Tu vois, c'est pas ce qui va être mainstream, en fait. Ouais. Ouais, ça reste encore enfin, un métier de niche. C'est ça. Mais, Ça marche. on entend parler des métiers, pas de la formation, on entend parler des métiers parce que depuis George Floyd, les gens se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, donc on s'y intéresse. Ok. Bon, bah, en espérant que ça aille pour le mieux. Bah, écoute, on va en venir à ton activité, on va dire, de chroniqueuse littéraire. Euh, Avant de créer ton compte, est-ce que tu connaissais un peu le milieu littéraire, alors soit québécois, soit français? Je sais pas à quel moment tu as commencé. Est-ce que c'était avant de venir au Canada ou est-ce que c'était euh, après? En fait, je lisais déjà pas mal quand j'étais en France, mais je lisais beaucoup de développement personnel et d'essais politiques surtout sur l'Afrique, parce que j'avais fait des études en relations internationales et sciences politiques. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, de comprendre tout ce qu'on ne nous explique pas à l'école en France. Et quand je suis arrivée au Québec, mon premier job, en fait, ça a été un stage en communication dans un festival qui s'appelle le Festival du Monde Arabe. Donc, j'étais vraiment immergée dans des cultures plutôt, qui étaient vraiment très, très loin des miennes. Et j'ai une amie journaliste qui m'a dit, mais meuf, tu peux pas travailler en communication sur un festival et pas avoir de compte Instagram. Et pour moi, Instagram, c'était un peu le diable, tu vois. Je voyais pas l'intérêt. Je voyais juste des gens qui postaient leur déjeuner, leur dîner. Je trouvais ça très Oui, superficiel. les mêmes attributions. Et puis, elle m'a dit, mais cherche un truc qui te ressemble. Donc, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'il y a des gens qui parlent de livres? Et j'ai vu que ça existait. Donc, c'était en 2017. J'ai vu que ça existait. Et puis, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? Et puis, j'ai posté une fois, deux fois. J'ai vu qu'il y avait des gens qui répondaient. Et puis, j'ai continué. Mm. Ok. Donc, tu avais plutôt un public, du coup, français quand tu t'es Ouais, lancé. ouais. Ok. Et donc, tu avais déjà oui, en fait, tu avais déjà cette conscientisation-là de vouloir promouvoir des ouvrages, on va dire, issus de communautés marginalisées. Et comment tu as pu... Est-ce que, du coup, ouais, les gens ont été plutôt réceptifs? Parce qu'en 2017, je sais... Enfin, c'est pas que c'était pas un... je veux pas dire que c'était un non-sujet, mais c'était pas non plus aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, comment tu as réussi à faire ta place, on va dire? Tu sais, je publiais, puis moi, les réseaux sociaux, j'étais pas dessus. Un jour, j'ai eu 100 followers et j'étais super contente. On passait à 200, 300, 400. Mais j'avais surtout des personnes noires qui me suivaient parce que je lisais beaucoup de choses sur les communautés noires, beaucoup de personnes françaises, pas tellement de québécoises à l'époque. Et je dirais que le moment où mon compte a commencé à prendre un peu d'importance, parce que j'ai pas non plus un trop gros compte, c'est au moment du décès de George Floyd où les influenceurs qui étaient des personnes blanches ont mis en avant des bookstagrammeuses et des bookstagrammeurs qui étaient noirs. Et là, je suis passée, je pense, de 600 à 1000 abonnés. Et après, ça a continué à augmenter. Ça m'a donné de la visibilité, mais avant ça, j'avais pas de visibilité, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment en 2020 que ça a Ouais. changé. Et est-ce que tu vois, enfin, maintenant, 4 ans après, est-ce que tu te dis, est-ce que tu es toujours dans cette ascension-là comme pendant le Covid ou est-ce que ça a plutôt stagné, voire chuté parce qu'il y a eu un désintérêt du coup
un potentiel désintérêt par rapport à la cause noire, tout simplement. Mais alors, je dirais que j'ai des abonnés, les abonnements augmentent, mais avec les changements de l'algorithme, qui est vraiment pas en notre faveur, quand on parle de personnes marginalisées, il y a des moments où ça stagne un peu. Ça, c'est le côté un peu moins cool, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'en ayant de la visibilité en France et au Québec, j'ai des maisons d'édition qui m'ont repéré et qui m'envoient des services presse vraiment sur les sujets qui m'intéressent. Donc, ça me permet de dire des choses que j'aurais peut-être pas le temps d'acheter ou que j'ai envie de dire tellement de choses que j'aurais pas les moyens d'acheter, puis de mettre en avant des choses qui sont vraiment très intéressantes pour les personnes qui me suivent. J'ai 3800 et quelques followers et mon objectif, c'est pas d'en avoir 10 000. Mon objectif, c'est de vraiment pouvoir partager quelque chose de qualitatif. Donc, s'il y en a 100 qui lisent mes publications puis qui vont acheter ou qui empruntent le livre, pour moi, c'est bien. Mais je dirais que vraiment, le point positif, c'est d'avoir pu connecter avec les professionnels du milieu. Ok. Et du coup, cette connexion, elle s'est faite plus vers des maisons d'édition canadiennes ou québécoises ou françaises? Les deux. Mais surtout des Québécoises, parce que envoyer un livre du Québec au Québec, ça coûte moins cher que de le faire traverser de l'Atlantique, mais un peu des deux. Et puis, c'est toujours des maisons d'édition qui publient de la littérature engagée. Tu vois, donc, c'est vraiment mon créneau, ce que j'aime lire et ce que j'aime partager. Ok. Moi, je sais qu'il y a Mémoire d'Encrier qui publie pas mal d'ouvrages de ce style-là. Bon, après, il y en a plein d'autres aussi. J'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal. Est-ce qu'on voit beaucoup Mémoire d'Encrier en France? Non. Non, malheureusement. J'en entends parler parce que je fais de la veille dessus, mais encore, même moi, je suis un peu coupable parce que je n'ai pas encore lu leur catalogue, mais c'est vrai que bon, genre, ça tourne pas tant que ça, j'ai l'impression. Okay. Parce que je sais qu'ils sont distribués en France, ils sont distribués aux Antilles aussi. Mais vraiment, moi, je te les recommande. Hein. Si tu veux pas lire québécois tout de suite, parce que il y a des choses qu'il y a quand même des auteurs québécois, mais il y a beaucoup de traductions aussi. Et d'éditions d'auteurs qui sont pas québécois, qui sont racisés, qui viennent d'ailleurs et qui sont parfois francophones. Et ça vaut vraiment le coup. C'est pas parce qu'ils m'envoient des livres, ça vaut vraiment, vraiment le coup de découvrir leur catalogue et leurs auteurs. Est-ce que du coup, au fil durant ces 7 années, tu as pu participer à des événements littéraires, soit en tant qu'intervenante dans, je sais pas, dans des conférences ou même en tant que visiteuse? Je reçois des invitations parfois, oui, dans mes MP. Parfois, c'était des choses en France en visio, mais c'est avec le décalage horaire, c'était difficile pour moi d'y assister. Au Québec, sur place aussi, mais bon, je travaille. J'ai d'autres activités aussi en dehors du travail, donc il y a des fois où ça colle pas en fait au niveau des horaires. Mais on m'a proposé aussi de participer, mais comme on m'a proposé d'animer des panels, mais l'occasion s'est jamais vraiment présentée. Par contre, depuis les 2 dernières années, j'étais sur un jury littéraire d'un gala qui récompense les acteurs de la culture, vraiment de la culture et des médias noirs au Québec, vraiment juste pour les communautés noires. Et je pense que ça doit être ma principale contribution en dehors d'Instagram, ça a été ça, parce que comme c'était sur une longue période, j'avais le temps de prendre le temps de lire et de donner mon avis et tout ça. D'accord. Et est-ce que tu as pu faire des rencontres, soit d'auteurs, soit amicales, à travers les réseaux sociaux? Des rencontres d'auteurs, oui, parce que je trouve que les auteurs sont quand même super accessibles hein, sur Instagram. C'est quand j'aime un livre, j'écris, et puis il peut s'écouler, au pire, il s'écoule 2 semaines parce que la personne n'avait pas le temps de répondre. Des fois, la réponse, elle est presque immédiate. Quand je publie un avis, en général, l'auteur passe, il dit merci. Mais moi, je trouve que c'est quand même facile de discuter avec eux, de donner mon avis, de dire ce que j'aime, ce que j'ai moins aimé. J'ai l'impression que les gens sont quand même pas mal réceptifs. Bon, évidemment, toujours dans la bienveillance quand je dis ce que j'ai pas, ce que j'ai moins aimé, parce que c'est quand même du travail d'écrire un livre.
Des rencontres amicales, un peu moins. Parce que je pense que c'est une question de temps pour tout le monde et d'organisation. Je parle souvent avec des gens, donc on va dire oui, ça peut être des rencontres amicales, mais c'est pas forcément des gens que je rencontre en vrai. Mais en tout cas, D'accord, sur le réseau, en message privé, je parle à quand même pas mal de Instagram. ça marche. Oui, bah après, tu peux pas non plus être amie avec Avec tout tout le le monde. monde. Retenir une amitié, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est sympa aussi d'avoir des échanges par rapport à des œuvres qu'on a lues en commun. Et j'ai l'impression aussi que les rencontres entre bookstagrammeuses, surtout parce qu'on va pas dire bookstagrammeurs parce qu'il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression qu'elles sont, en tout cas, elles sont plus visibles en France qu'au Québec. Parce que j'en vois pas tant que ça au Québec, mais en France, je vois quand même que les gens se réunissent pour faire un brunch, les book clubs, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Est-ce que je rêve et que je me laisse Non, non, influencer par ce que je vois? c'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été créées par des créatrices de contenu. Bah, notamment, ouais, il y a des book clubs qui ont été faits. Et aussi, souvent en salon aussi, ça peut arriver qu'on puisse se retrouver. Moi, des book clubs, j'en ai pas encore fait puisque ceux qui m'intéressent sont à Paris et je suis pas à Paris. Ok, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais et dans ma région, il n'y a pas grand-chose, du moins qui m'intéresse. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, les book clubs, enfin les clubs de lecture. C'est pas mal, c'est pas mal apprécié, j'ai l'impression. Puis ça permet d'échanger en petit comité. Donc, ouais. Euh, Bah, je voulais te demander, ouais, est-ce que tu postes souvent des chroniques et pas mal de posts recommandations? D'ailleurs, tu m'avais recommandé une fois, je me souviens, dans tes posts. Merci d'ailleurs. Est-ce que tu as d'autres formats que tu souhaiterais développer sur ton compte ou pour l'instant tu t'en tiens qu'aux chroniques C'est sûr que pour avoir un peu plus de visibilité, il faudrait que je développe autre chose, mais j'ai vraiment, vraiment pas le temps. Il y a des moments où, tu sais, j'ai pensé à faire un podcast aussi, puis après, j'ai analysé le temps que ça allait me demander, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Ouais. Ou alors même faire des lives, mais je suis perfectionniste en fait. Et si jamais ça se passe pas comme j'ai prévu, je sens que je vais détester ça. Donc j'ai D'accord. dû me mettre d'accord avec moi-même sur le fait que ça ne va pas être parfait. Il faut tenter au moins une fois, mais je suis pas encore prête. Mais j'aurais bien aimé ça, puis j'aurais bien aimé mettre en avant vraiment des auteurs, mais pas, c'est pas de mon point de vue. J'aurais aimé faire que les auteurs se présentent eux-mêmes, mais sur mon compte. Mais, mais ça, j'y réfléchis et il faut que je trouve le temps faut que je trouve le temps en fait de me mettre d'accord là aussi avec moi-même sur à quoi ça devrait ressembler, qui j'aurais envie d'avoir sur mon compte et puis d'avoir plusieurs plans au cas où les gens veulent pas. Mais Ouais, c'est, mais ouais, ça j'aurais bien aimé. Et puis ce qui me dérange après aussi, tu sais, c'est que moi j'ai commencé avec les chroniques parce que moi vraiment j'ai besoin de lire. Les vidéos c'est plus difficile pour moi. Le vidéo et l'audio, il y a tellement d'informations que c'est difficile pour moi de tout suivre. Hum. Et quand Instagram commence à devenir un espèce de TikTok, ça m'agace beaucoup. Mais je comprends que pour pouvoir partager, il va falloir tendre vers ça. Donc, c'est sûr que j'aimerais bien aller vers quelque chose qui ressemble à une vidéo, mais pas pour faire mes chroniques. J'ai du mal à envisager. Ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir une espèce de mini vidéo et puis en légende d'avoir la chronique, mais j'aime pas ça et je me demande si les gens le disent vraiment. Je me demande s'ils sont pas juste en train de regarder, tu sais, l'animation là qui dure 5 secondes et puis ils ont vu et puis ils vont se dire ah bah ça a l'air sympa puis ils vont le lire ou ok ils l'ont vu. Je sais pas du tout Hum. comment c'est reçu. Alors que je sais pas quand t'as la publication statique, t'as pas le choix en fait que d'aller regarder ce qui est écrit en bas. Ouais, c'est Est-ce vrai que que. toi t'as Alors moi, sur Instagram, je consomme très peu de Reels. oui. Je suis,
j'en publie un petit peu, mais c'est vraiment. En plus, c'est des reels statiques, donc c'est pas forcément des choses, comment dire, très orchestrées où je me filme ou des trucs comme ça. Donc, ouais, en termes de vidéo, je publie pas beaucoup de textes en légende parce que je sais que les gens vont pas forcément prendre le temps, n'ont pas forcément l'attention pour lire tout un pavé en description alors qu'ils sont en train de regarder une vidéo. Je trouve que c'est plus, comment dire, c'est plus engageant de demander à quelqu'un de lire une légende sous un Reels que sous un post statique, je trouve. Du coup, ouais, du coup, je le fais pas. Mais c'est vrai que oui, le format court de vidéo, ça se démocratise un peu plus sur Instagram. Et moi, c'est vrai aussi que j'essaye un peu de, pas de me conformer, mais de trouver des formats qui puissent correspondre aux vidéos courtes. Donc, j'essaye de faire ouais, des actualités littéraires tous les mois. Je recense un peu ce qui se passe, on va dire, dans le monde littéraire, on va dire de manière globale. Mais après, c'est vrai que je suis pas non plus très à l'aise pour parler de mes livres en vidéo. Et pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, donc je vais pas le faire. Je comprends. Mais, et aussi parce que les chroniques, j'ai l'impression que les chroniques marchent moins. Enfin, il y a moins d'engagement sur les chroniques qu'avant, je trouve. Oui, vraiment. Et du coup, moi, j'ai complètement réduit tout le. Enfin, avant, je faisais pas bien 250 mots, 300 mots. Et maintenant, je fais ouais, 3 phrases en réel parce que juste pour pointer les idées principales. Mais ouais, je perds plus trop de temps à faire des chroniques. C'est un peu dommage parce que c'est un peu l'essence même de mon compte, mais quand tu vois que, je sais pas, pour une chronique, je vais avoir 20 personnes qui vont liker et quand je vais faire une post-sélection, je vais en avoir plus de 100. Tu te dis, bon, est-ce que tu il y a un fais, choix à faire. c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que les chroniques, ça a plus trop la cote, j'ai l'impression. Ou du moins, c'est peut-être pas le format sous lequel on m'attend, donc les gens s'engagent le moins, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que toi, moi, ce que je vois passer avec l'algorithme, c'est surtout quand tu publies des sorties. Et moi, j'aime bien ton format avec l'image et le résumé à côté parce qu'on n'a pas besoin de faire cliquer sur voir plus pour voir ce Ouais. qui est écrit. L'information, elle est directement là. Et je dirais que là, quand tu me dis ça, il faudrait que j'aille voir sur ton compte les chroniques que tu as faites parce que c'est pas ça que je retiens. Mais en même temps, tes publications, elles sont tellement colorées, vives, qu'en fait, ça attire l'œil. Et on est Ouais, obligé de s'arrêter dessus, de s'arrêter pour lire. Donc, je comprends en fait que tu es plus d'engagement sur ça. oui, bah, tu vois, tu arrives à l'expliquer. Ouais, c'est vrai qu'en fait, les reels, je poste en première de couverture, ça va être la couverture du livre. Et puis après, je vais écrire 2, 3 phrases pour dire ce que j'en ai pensé. Mais oui, je comprends que ça attire moins l'œil ou que les gens ont moins envie de cliquer, je sais pas. Et ce que j'ai remarqué dernièrement aussi, c'est un truc que moi je trouve complètement débile, mais que je vais quand même faire de temps en temps pour rester visible pour les personnes qui me suivent, c'est que tu mets une image statique, enfin pas une image statique, mais c'est que tu te filmes pendant 10 secondes, t'es pas obligé de faire grand-chose. Hein. Tu tournes les pages de ton livre et tu peux écrire ta chronique et là les gens lisent. C'est trop bizarre parce qu'en fait comme tu fais rien sur la vidéo, ils sont obligés de lire ce que tu as écrit mais en même Ah, temps, il se passe absolument rien sur la vidéo. Mais comme c'est une vidéo, j'imagine que l'algorithme le met en avant parce qu'il y a un minimum de mouvement. effectivement, Et ouais, ouais, j'ai c'est dit ça. Et moi, dans mon cerveau, tu sais, ça rentre pas. Je me dis, mais ça n'a aucun intérêt, en oui. fait. Mais il faut quand même au minimum se conformer. Donc, j'ai fait une fois et j'étais vraiment étonnée de l'engagement que j'ai eu dessus. Ça faisait un moment que j'avais pas eu autant de vues et de likes sur une publication. Comme quoi, les choses les plus random. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il en faut pas grand-chose, mais bon. Après, jusqu'à quel point tu vas aller juste pour avoir l'attention, je sais pas. Pas trop. Enfin, Pas ouais. trop.
ce que j'ai Oui, remarqué, c'est que les gens qui me suivent depuis, peut-être pas le début, mais quand même depuis plusieurs années, ceux qui sont vraiment intéressés par le contenu, mais ils continuent à lire et à liker. Même si le nombre de likes, il diminue, mais quand je regarde qui like, en fait, c'est toujours les mêmes oui, personnes. c'est Et je me ça, dis, c'est bon, bah, toujours c'est les... que bah, la base, elle est là, en fait. Tant pis si le nombre, il augmente et que, en fait, tu vois pas les résultats sur tes statistiques. Mais en fait, ceux qui ont envie de lire continuent à le faire. Donc, pourquoi se conformer tant que ça Je vois pas trop de raisons, juste pour pouvoir maintenir une certaine base, mais ou peut-être attirer de nouvelles personnes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais les gens qui sont vraiment intéressés, je pense qu'ils ils se lassent pas. Mm. Ouais, c'est ça, c'est que tu te dis, bon, bah, il y a un socle de personnes qui est vraiment engagé, puis bah, tant mieux, il C'est ça. n'y a pas besoin de plus. Et est-ce que tu vois une différence un peu? Je sais pas si tu es plus impliqué dans une communauté, enfin, plus dans une communauté que dans l'autre, mais est-ce que tu vois un peu soit des similitudes ou des différences au sein des différentes communautés littéraires? Je parle québécoise et française, que ce soit, je sais pas, en termes de contenu ou en termes, je sais pas, de comportement, enfin, ouais. Non, je vois pas de différence du tout. Vraiment, là, quand j'y réfléchis, non, des fois, je vois des gens, je me dis, attends, c'est une Québécoise ou c'est une Française? Vraiment, non, je vois pas. C'est vraiment quand je vais voir si le titre qui va être mis en avant, je vais me dire, OK, ça c'est plutôt Québec, ça c'est plutôt France, mais dans la façon de présenter les choses, non, je pense que tout le monde est soumis à l'algorithme, et voilà. Ouais. Ok. Bah écoute, je voulais juste aborder ton rapport à la lecture. Est-ce que tu avais d'autres points à souligner concernant la création de contenu Moi, je trouve qu'on n'est pas suffisamment de personnes racisées à parler, à parler de lecture. Il y a quand même du monde, on va pas se mentir, mais au-delà du nombre, c'est vraiment la visibilité qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tu tapes Bookstagram, tu vas avoir un tas de personnes blanches qui publient des choses qui sont qualitatives, c'est pas ça le problème, mais c'est pas forcément des choses qui me parlent à moi, par exemple, en tant que personne noire. Après, c'est vrai que je lis sur des choses qui sont assez précises, mais c'est, je me dis, je suis pas la seule. C'est pas possible, tu vois. Enfin, on peut pas être deux, toi et moi non plus. Je sais qu'il y en a d'autres, mais on les voit pas tant que ça. Il y avait un moment où il y avait, tu sais, on se mettait en lumière les uns les autres. On faisait une liste de bookstagrammeurs à suivre et tout ça. Puis je pense que ça fait bien 2 ans que j'ai pas vu ça. Je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à se mettre en avant les uns les autres pour nos publics. Parce que quand je regarde les gens qui me suivent, je pense que majoritairement, ce sont des personnes blanches qui me suivent, même si celles qui vont vraiment interagir avec mon contenu sont majoritairement racisées. Mais ouais, je trouve que on n'est pas assez visible. On n'est vraiment mm, pas assez visible et on parle de choses qui sont tout aussi intéressantes. Alors peut-être que c'est un peu plus confrontant dans certains, tu sais, dans certains sujets, mais en même temps, ça concerne tout le monde. C'est pas parce qu'on est noir et qu'on lit sur les personnes noires qu'on est les seuls à devoir lire. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau ou à repenser. Peut pas à faire, mais à repenser au niveau de la solidarité comme ce que tu fais là, en fait, mm. entre personnes sur Bookstagram. Après, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression il y a enfin, il y a pas mal de gens qui ont commencé des comptes sur Bookstagram il y a quelques années, mais qui sont plus forcément très actifs. Mm. Et du coup, je pense que les gens, peut-être, ils ont un peu l'impression de faire vite le tour, entre guillemets, Possible. et, et de se dire, bon, bah, ok, celle-là, je la connais déjà, celui-là, je le connais déjà. Enfin, peut-être que les gens tournent en rond parce qu'il n'y a pas assez de comptes actifs. Euh, je sais pas.
C'est vrai. Je pense que oui, c'est quand même un peu de motivation et de sentir que ce que tu produis enfin, qu'il y a un effet parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais produire du contenu, ça demande du temps. Ça demande vraiment, vraiment du temps. Déjà, tu lis le livre, ça te prend du temps. Tu le résumes, ça te prend du temps. Tu réfléchis à comment tu vas le présenter, ça te prend du temps. Tu fais le visuel, ça te prend du temps. Ça prend de l'argent aussi. Parce que même quand on n'achète pas le livre, parce que parfois, moi, j'en reçois aussi des maisons d'édition. Mais tu sais, genre, quand tu utilises Canva ou tu utilises des logiciels pour faire de jolies présentations, ça coûte de l'argent à l'année. Et je comprends qu'au bout d'un moment, si tu vois pas le retour ou que tu as l'impression de voir tout le temps les mêmes choses, ouais, ça peut devenir lassant. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont. Enfin, que même moi, j'ai interviewé il y a 2 ans, qui sont déjà plus trop actifs, ou du moins plus autant qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc, Mm. ouais, je pense qu'il faut être très motivé et puis peut-être Je pas se pense, ouais. dire, pas être focus sur les chiffres et Ça, faire attention aux gens qui s'intéressent à ton contenu. ça. Mm, mm. Mais ouais, si tu le fais pas par passion, tu vas pas tenir longtemps. C'est clair. Mais quand on n'est pas rémunéré, c'est sûr que ouais. C'est clair. Bah écoute, on va passer aux recommandations de lecture. Tu voulais pas passer sur mon rapport à la lecture? Le rapport à la Oui. lecture, bah, du coup, Ok. ouais, ça vient après. Ok. Euh, Ok. oui, donc tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui avait toujours lu, c'est ça? Ouais, depuis petite, chez mes parents, il y a toujours eu beaucoup de livres. Ma mère lisait beaucoup d'essais, puis depuis quelques années, elle lit de plus en plus de romans. Mon père, il a toujours lu beaucoup de développement personnel, de choses sur la spiritualité, de bandes dessinées, de mangas. Donc, on avait vraiment le choix Pas quand on était enfant. Vraiment, on avait des livres qui étaient vraiment pour nous, mais tu sais, quand tu vois des choses dans la maison qui sont vraiment très accessibles, tu deviens curieux, tu te demandes est-ce que tu peux pas lire ça? Donc, il y a des choses, on nous disait, bah non, c'est pas encore pour vous, faut attendre. Donc, disons, ça nous intriguait, mes frères et moi. Donc, bon, on a commencé par ce qu'on pouvait, puis au fur et à mesure, on allait un peu plus loin dans la lecture et dans les formats et dans les genres. Mais ouais, je dirais qu'on a toujours beaucoup lu. Puis moi, j'ai hérité de la maladie de mes parents, c'est que j'achète des livres parce que j'ai envie de lire. Ok. Ouais, c'est tes parents, du coup, qui t'ont transmis ce goût à la lecture. Et tu leur parles encore aujourd'hui de ce que tu lis? Ça arrive, mais comme je lis sur des choses qui sont pas très joyeuses, bon, bah, disons que ça les excite pas trop. Tu vois. Ma maman me suit sur Instagram, donc elle voit ce que je lis. Parfois, elle me dit, bah, la prochaine fois que tu viens en Guadeloupe, est-ce que tu pourrais m'amener ce livre que tu as lu, ça m'intéresse. Ou alors, quand on se voit, des fois, elle me donne des choses qu'elle pense qui pourraient m'intéresser. Donc, ça me permet de lire des choses un peu hors de ma zone habituelle, de ma zone de confort, c'est pas vraiment une zone de confort, quand on lit sur des choses pas drôles. Et puis, mon père aussi, en fait, mais on se parle surtout de bande dessinée, de romans graphiques, parce que c'est ce qu'il lit le plus en ce moment. Et puis parfois de romans que moi j'ai lu. Des fois, il me dit, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Puis il y a des fois des choses qu'il a lues quand il était bien plus jeune dont on peut parler. Puis des fois des choses qu'il connaît pas du tout. Puis mais écoute, ça veut pas dire qu'il va lire, mais on en parle quand même de temps en temps. C'est intéressant quand même. Ok. Ah bah, c'est cool. Et du coup, ouais, tu te tournes essentiellement vers des essais, c'est ça? Est-ce Euh, que est-ce que tu as d'autres genres est-ce que dans la branche des essais déjà, est-ce que tu as des thèmes de prédilection? Et est-ce que tu as d'autres genres que tu lis? que des choses super joyeuses. Alors, je lis sur le racisme, sur le féminisme, je lis aussi sur la communauté LGBTQ+. Vraiment, ça va être vraiment focus sur les groupes marginalisés, puis les discriminations et ouais, ça va principalement être ça. Puis, avec le temps qui passe et puis voilà, j'avance en âge et je vieillis, je me rends compte que j'absorbe pas les informations comme avant, tu vois. C'est quand même assez violent au bout d'un moment. Donc, il y a des moments où je vais devoir m'évader par des romans.
Ce que je faisais pas vraiment, tu sais, il y a 7 ans, j'étais vraiment focus sur sur des essais. Puis, à force de lire des romans, mes goûts s'affinent. Puis, je pense aussi mon regard sur les esthétiques aussi d'écriture s'affine. Tu sais, il y a des choses que j'ai lues en 2018 que je trouvais waouh, et des choses que je lis en 2024 que je trouve vraiment waouh. Et je me dis, mais en 2018, c'était nul en fait ce que tu disais. Ça, c'est un truc bien. Donc, je dirais que pour m'évader, il y a des périodes où je vais lire beaucoup, beaucoup de romans parce que ça me repose, tout en te disant que je vais pas lire des romans à l'eau de rose, ça m'intéresse pas du tout. Ça va toujours être sur des thèmes comme ceux de mes essais, mais comme c'est romancé, ça passe un peu mieux. D'accord. Ouais, tu vas lire la fiction, mais qui dénonce toujours C'est ça. des choses. Ok. Et est-ce que tu as une autre lecture, que ce soit essai ou fiction, à recommander Tu veux que je te recommande des livres? Alors, dans mes dernières lectures, je dirais que chez Mémoires d'Encrier, j'ai lu des choses qui étaient vraiment intéressantes. Je ne sais pas si tu m'as dit que tu n'as pas lu encore chez Mémoires d'Encrier, mais une autrice martiniquaise qui s'appelle Nadia Chonville. Son livre s'appelle Mon cœur bat vite. Il est vraiment top. C'est une fiction, mais qui aborde beaucoup, beaucoup de choses. Ça parle d'identité, ça parle de féminisme, ça parle de transmission des savoirs entre femmes, de transidentité, de la société martiniquaise. C'est vraiment un super livre où il y a plein de choses dedans. Ça parle de spiritualité aussi, mais de spiritualité noire, antillaise. C'est vraiment très intéressant. Et le dernier que j'ai lu, ça s'appelle Des cendres dans la bouche. L'autrice, c'est Brenda Navarro. C'est une Mexicaine qui parle beaucoup de féminisme. Mais je trouvais que ce dernier livre-là, il était vraiment très particulier dans la forme parce qu'en fait, les dialogues sont intégrés directement dans le texte. Donc, il faut bien suivre pour savoir qui parle à quel moment. Mais en même temps, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante. C'est une histoire de migration du Mexique vers l'Europe et pas du Mexique vers les États-Unis comme ce qu'on entend en général. Puis la réalité de ce que c'est en fait d'arriver en tant que personne latino-américaine en Europe, même si en fait ils immigrent vers l'Espagne, donc il n'y a pas la barrière de la langue, mais il y a quand même d'autres enjeux qui interviennent et c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Je trouve. Tu sais, on parle beaucoup de personnes noires, on parle beaucoup des personnes maghrébines, même si en littérature, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais comme il y a dans l'ère l'islamophobie et tout ça, on va en entendre parler, mais les personnes latino-américaines, on n'entend pas tant parler, donc je trouvais que c'était quand même super intéressant. Puis en essai, attends, je vais me tourner pour voir qu'est-ce que j'ai lu dernièrement. En essai, je sais pas, il faudrait aller sur ma page Instagram pour voir qu'est-ce qu'il y a. En fait, j'ai lu des romans surtout ces derniers temps. Ok. Bon, c'est déjà bien. Merci pour tes recommandations. Je les avais vues. Enfin, je vois à peu près de quoi ça parle, mais enfin, j'ai pas lu les romans. Je les ai vus passer lors des postes de sortie. Ok. Mais écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions? Enfin, toujours la même question. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais plus approfondir par rapport à ton rapport à la lecture? Et est-ce que tu as des questions me regardant ou... Voilà. Mon rapport à la lecture, non. Je pense que j'ai fait le tour. Je lis tout le temps. Voilà, parce que quand mes amis sont en retard et qu'on a un rendez-vous, je dis c'est pas grave, j'ai un livre. J'attends avec mon livre. Donc, je lis vraiment tout le temps jusqu'à ce que mon cerveau sature et que je fasse des pauses. Mais moi, je sais pas si on t'a déjà posé la question dans les autres épisodes parce que j'ai pas tout écouté. Toi, ton rapport à la lecture, c'est quoi? Comment ça a été venu? Pourquoi tu as fait un compte Instagram? J'ai toujours lu, pareil. Alors, c'est plutôt ma mère qui m'a initiée à la lecture en m'abonnant à des petits magazines pour enfants. Et puis moi-même, je me suis intéressée en allant en médiathèque, emprunter des livres quand j'étais un peu plus autonome. Donc, les livres, ça a toujours fait partie de ma vie avec, on va dire, des pauses pendant mes études.
Bon, je suis quand même plutôt quelqu'un qui va se tourner vers l'imaginaire, même si en ce moment c'est un peu compliqué, parce que je trouve pas forcément ce que je veux lire tout simplement. Enfin, ça va être, je vais lire des ouvrages, mais de manière très espacée, et sinon je vais plutôt me tourner vers du contemporain. Toujours, ouais. Je vais peut-être pas me centrer essentiellement sur la communauté noire, mais ça va être toutes les communautés racisées et marginalisées. Mhm. Et là, je vais plus y trouver mon compte, je pense, en fiction contemporaine. Voilà ce qui concerne mes goûts littéraires. Après, j'essaye de lire tous les jours, pas longtemps, mais au moins 30 minutes à 1 heure par jour. Moi, je dis ça, mais aujourd'hui, j'ai pas lu, j'ai pas lu. Mais voilà, j'essaye de lire plusieurs fois par semaine en tout cas. Là, j'ai commencé La Nuit du Soukounian de Louise Ziane Romain. Je sais pas si tu en as entendu parler, c'est un livre de fantastique qui se passe en Guadeloupe. Et en gros, de ce que j'ai compris, le Soukounian, c'est une créature des légendes guadeloupéennes qui intervient surtout la nuit et qui se transmet lors de contacts physiques. Voilà, ça se passe autour de ça. Ok, Donc ok, intéressant. c'est plutôt jeune adulte. Mhm. C'est des gens qui sont au lycée et c'est assez cool pour l'instant. Je vais voir où ça me mène. Pour l'instant, on est encore vraiment dans la partie, on va dire, réalité donc contemporaine du fantastique. On aborde les notions de légende, mais on n'est pas complètement imprégné dans, dans cette histoire, on va dire. Donc Et, voilà. mais c'est une question, c'est avec le recul, quand toi, tu as étudié en France, tu sais, le collège, lycée, et l'école primaire aussi, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu arrives à voir le moment de rupture où tu sais, tout ce nous a fait lire à l'école est devenu insuffisant ou bah, pas insuffisant, mais juste, enfin, c'était pas ça, quoi. Est-ce que tu arrives à identifier les moments où tu as eu envie de plus, de lire des choses qui te ressemblaient ou qui nous ressemblaient un peu plus que Ouais, qu'on faisait? c'est venu plus tard, moi. Mhm. C'est plutôt venu un peu avant que je commence mon D'accord. compte Instagram parce qu'en fait, moi, j'ai lu, on va dire, jusqu'au lycée. Et après, pendant mes 5 années d'études, j'ai peu lu. Et du coup, c'est au début ouais, de mon activité professionnelle que j'ai recommencé à me remettre à la lecture. Donc, on va dire que c'est plutôt vers fin 2019, début 2020, où j'ai vraiment pris conscience que tout ce que je lis, tout ce qu'on m'a imposé avant, c'était pas forcément indispensable, quoi, et que j'aurais pu lire les titres que j'ai découverts après. Mais ouais, c'est venu assez tard, moi, enfin début de la vingtaine. C'est pas très tard. Oui. Du coup, ça va. Non, mais ça, sur une échelle de vie, ça va quand même. Ouais, Mais aujourd'hui. c'est vrai qu'il y a d'autres personnes où c'est venu un peu plus tôt. Donc, ouais, Bookstagram, j'ai commencé. Enfin, au début, je regardais beaucoup de comptes, mais très connus, voilà, de créatrices blanches. Donc, j'avais pas forcément cette conscientisation-là. En fait, je regardais ce qui se passait. Et donc, c'était d'abord sur le milieu anglophone. Et après, j'ai découvert le milieu francophone. Et ça m'a donné envie, en fait. Je me suis dit, ah, bah, c'est cool, je vois des gens qui parlent de livres, c'est intéressant. J'ai d'abord lu dans mon coin, et après, je me suis lancée sur les réseaux, mais j'avais pas de ligne éditoriale au tout début. Ouais, enfin, je lisais un peu de tout. Et
Et une fois que j'ai vu un peu les rouages de la communauté et puis des mécanismes en fait sociétaux qui se reproduisaient, là j'ai commencé à lire des trucs un peu plus engagés et ou qui me ressemblent tout simplement. Mais ça s'est fait ouais, fin 2021, début 2022 quoi. À partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment changé de ligne éditoriale. Mais ouais, il m'a fallu un petit temps d'adaptation puisque je connaissais pas du tout Instagram, j'avais pas les réseaux sociaux. Enfin, j'avais qu'un compte Facebook, mais c'était vraiment mon entourage proche qui avait accès à ça et sinon, j'étais pas sur les réseaux, donc j'y connaissais absolument rien. Mais ouais. Je trouve ça intéressant aussi l'espèce de basculement qu'il y a eu en 2020, en fait, avec tout ce qui fait un événement majeur. Et c'était triste, en fait, que ce soit ça qui ait provoqué le basculement. Mais enfin, bon, il faut des événements comme ça pour faire changer l'humanité. Mais c'est fou, le changement qu'il y a eu ces 4 dernières années. Moi, au début, j'avais peur. Si tu me posais la question, est-ce qu'il y a eu un essoufflement? Moi, j'ai eu peur, en fait, qu'il y ait un essoufflement. Je me suis dit, bon, on est sur une vague. Voilà, tout le monde se rend compte que c'est horrible et puis tout le monde va retourner à sa vie parce que c'était déjà horrible, hein, et puis les gens vivaient quand même bien. C'est Alors, ça. je vais pas dire que si c'est toujours aussi, enfin, que les gens sont toujours aussi mobilisés. Je peux pas dire ça. Il se passe tellement de choses aussi à côté, mais je sens le changement quand même. Ça va lentement, mais tous les changements vont lentement de toute façon. Mais on sent quand même le changement. Il y a je vois plus de maisons d'édition qui arrivent à être mises en avant. Je vois des auteurs aussi qui sont quand même différents parfois. C'est pas ceux qui sont les plus vus, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors j'espère que d'ici 10 ans, on sera Oui, devenus des créatrices de contenu un peu normal. ça. Un tout petit peu normal. Non, mais tu le vois un petit peu, mais ça reste quand même assez maigre. Ouais. Enfin, moi, quand je fais mes statistiques de sortie, la proportion par exemple, d'autoristes noirs publiés, ça va être une grande majorité qui est anglophone, tu vois. Ouais. Enfin, il y a ce genre je vois plus d'ouvrages avec des personnages racisés, avec des auteurs et autrices racisés, mais tu as quand même beaucoup de traductions. Mhm. Donc, bon, il y a un effort qui est fait, mais voilà, c'est pas C'est du peu terminé. assez. Et je pense que la prochaine étape, ça va être de mettre en avant des personnes racisées queer, vraiment, ça existe, mais c'est Ah encore oui, c'est ça. plus marginal C'est dans le ça, monde ouais. de l'édition. Il faut vraiment aller chercher dans les maisons d'édition hyper engagées, d'aller chercher ces auteurs parce que c'est pas forcément ceux qui sont le plus vus non plus. Non, c'est ça, ouais. Euh, mais l'intersectionnalité, là, on est d'accord, c'est pas encore ça. Compliqué, ouais. C'est vrai, Oui, mais on avait le même sujet de discussion avec une autre invitée du podcast qui disait quand tu es maghrébine et queer, c'est ouais. compliqué. Bah oui, ça fait invisible. Enfin, moi, j'ai réfléchi. C'est à part écouter des podcasts où on parle spécifiquement de ça, mais passe pas dans le monde littéraire, mais juste de parler du fait d'être maghrébine, parfois musulmane, de culture musulmane et d'être queer. Tu vas pas chercher l'épisode dessus, c'est pas que ça existe, hein. Ouais, C'est fou. c'est compliqué, mais bon. Bah, j'espère qu'il y a d'autres enfin, d'autres plateformes qui vont se développer ou d'autres comptes, je sais pas. Mais ouais, après, c'est vrai que je vois de moins en moins de nouveaux comptes Mhm. assez engagés. Peut-être que les gens se disent, bon, bah ça existe déjà, j'ai pas trop envie de faire la même chose, je sais pas. Il y a J'arrive. moi non plus, j'arrive pas à comprendre. Puis en même temps, je trouve que Instagram, il y a un rapport qui relève pas mal de l'ego aussi. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps et de l'argent, c'est vrai, donc il faut être motivé, mais il y a quand même un côté égo. C'est-à-dire que si ton truc il décolle pas et que tu n'as pas envie de le faire parce que la case elle n'est pas remplie de oui, je sers à quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être il y a peut-être Mm. de ça et de se dire, oui, je veux un compte Instagram, mais je vais quand même faire ce que les gens apprécient et like et peut-être pas rester trop fidèle à moi-même parce que sinon, ça a pas d'impact.
J'ai c'est ça. l'impression parfois, il y a ce piège-là, parce que parfois, moi, je me suis posé la question de me dire, attends, est-ce qu'il faut que je publie 2, 3 trucs, c'est un peu mainstream, pour que les gens y reviennent, et puis ensuite, je vais leur balancer un truc que j'aime. Ça peut être une stratégie, mais Bah, si ça ne c'est tient pas pas, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Tu peux pas tenir sur le long terme. c'est ça. Mm. C'est tout Ouais, à c'est fait vrai ça. que des fois, je me dis, ah, bah, si je les estime là, Oui, ça déconne. Et, c'est 300 likes d'un coup, là. c'est ça. Mais ouais, après, tu as des valeurs et des principes qui prennent un peu trop le dessus. C'est ça. Mais c'est comme ça. Important. L'important, c'est de rester fidèle à soi-même, en fait, quand on aborde ces sujets-là, parce que quand il n'y a pas d'authenticité, ça se ressent chez Mm. les personnes qui nous lisent et qui nous suivent. Donc, ouais, vaut mieux vraiment avoir une espèce de fanbase là, de 60 personnes qui vont liker, puis qui vont commenter, ou qui vont peut-être pas liker, commenter, mais qui vont venir parler avec toi en message privé, et sur qui tu as vraiment un impact, plutôt que d'avoir 3000 personnes avec qui tu n'échanges Mm. jamais, puis tu sais même pas si ça... Si ça plaît, ouais, Ouais, si c'est ouais, pertinent pour eux ou quoi, ouais. c'est ça. Bah, écoute, j'ai deux autres petites questions avant de Mhm, clôturer l'épisode. ok. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Euh, il y a 2 personnes. Est-ce que ce soit forcément des bookstagrammeurs? Non, ça peut être Non? des auteurs, autrices, des éditeurs, Ok. tous les acteurs et actrices du monde du livre. Et j'ai une connaissance qui avait une librairie pop-up et qui vendait vraiment beaucoup de livres en fait, que de la communauté noire. Il s'appelle Hans Fried. Puis comme c'est un homme, je me dis, mais c'est bien aussi d'avoir la perspective, pour une fois, ce serait bien d'avoir la perspective d'un homme. On demande trop leur avis essentiellement, mais tu sais, des fois, je me dis, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mecs, en fait, qui parlent de livres? Puis j'en parlais une fois avec quelqu'un qui me disait, mais oui, il y en a, mais en général, ils sont queer. Je dis, ah ouais, donc il faut être queer pour aimer la littérature. C'est un truc de fou de se dire ça, mais en tout cas, ensuite, il a un rapport à la littérature qui est quand même très intéressant. C'est très afro, c'est très engagé. Ok. Une autre personne, mais je Est-ce pense que, que tu l'as déjà excuse-moi, invité en fait. Vas-y. est-ce qu'il a un compte du coup ou pas? Oui, ben, je pourrais te l'envoyer. Ah. Et une autre personne, est-ce que, oui, le Québec, ça t'intéresse d'avoir des personnes Oui, du moi, Québec c'est francophones? vrai que bah, des gens francophones, si Oui, possible. Là. J'ai oui, déjà oui. interviewé d'autres personnes du Canada, donc il n'y a pas de souci. Les lectures de Marjorie, Ah elle oui, lit, tu connais? oui, Beaucoup sur la littérature haïtienne, que je trouve très intéressant ce qu'elle a comme retour. Puis elle a une chaîne Booktube aussi. ouais, Ça pourrait être une bonne personne à inviter. ok. Bah, je la recontacterai. J'en avais déjà essayé de Ok, trouver un petit credo, mais ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Mais après, je vais essayer de la recontacter pour savoir si elle est dispo. Mais moi, j'aime beaucoup son compte Insta et sa chaîne YouTube. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes recommandations. merci à toi. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, sur mon compte Instagram, qui est très simple, comme mon nom, Jessica Livino. Très bien, Voilà, c'est tout. ça marche. Mais écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était super sympa d'avoir toujours des échanges avec les gens que tu suis sur les réseaux. C'est J'espère bien que ça partagé. apprécié. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode dans Lectorat Minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.